Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau type de vidéo, encore une fois, et cette fois ça va être ma toute première bilan lecture. Donc j'ai acheté beaucoup de choses ces derniers mois, mais il y en a plein que j'ai laissé traîner. Je me suis dit au mois de mars, ça y est, il faut que tu rattrapes ton retard aussi parce que ma pile à lire commençait vraiment à devenir infernale et je me suis dit, vas-y, mets-toi à fond dans la lecture, tu as du temps, etc. Donc j'en ai profité. Et j'en suis extrêmement contente car actuellement quand je tourne la vidéo, nous sommes le 23 mars et j'ai déjà lu plus de 50 mangas ce mois-ci. J'en suis extrêmement contente et j'ai notamment lu beaucoup de nouveautés parce que j'ai acheté beaucoup de nouvelles séries. Je pense que vous avez dû les voir dans mes vidéos précédentes. Et ça y est, je me suis enfin fait un avis dessus, notamment pour savoir si je devais continuer à acheter les tomes ou pas. C'est quand même mieux de lire avant d'acheter plein de tomes. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je sais que certains préfèrent acheter en intégrale, chacun fait comme il veut. Moi, je suis un peu proche de mes sous, donc je préfère acheter 2-3 tomes, voir ce que ça donne et voir si la suite pourrait potentiellement m'intéresser. Alors, pour cette première vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, je me suis dit que j'allais d'abord me concentrer sur 10 séries que je viens de commencer à lire. J'ai commencé ma lecture avec Meurtre dans le Décagone. Donc, j'avais fait l'acquisition des 3 premiers tomes, j'en suis extrêmement contente. Alors, je pense que vous en avez un peu entendu parler, couverture est jolie, mais en gros c'est l'histoire de fans de polar qui ont créé un club qui s'appelle le Laboratoire du Polar. Voilà, ils sont à l'université à Tokyo et ils sont fans d'enquêtes criminelles et de meurtres, enfin d'histoires de meurtres à la Agatha Christie, Hercule Poirot, etc. D'ailleurs, ils ont des noms d'auteurs célèbres dans cette catégorie thriller polar. Voilà, c'est leur petit surnom dans le club. Ils ont chacun leur nom. Par exemple, ils vont s'appeler Conan, Poe, Christie. Voilà, c'est des petits noms qui vont revenir assez fréquemment. En plus, il y a une page explicative dans le premier tome où ils vous disent exactement leur surnom est tiré de quel auteur et ils sont célèbres par rapport à quelle œuvre. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc bref, ces personnes fans de polar vont se retrouver sur une île où il y a eu un quadruple meurtre. Voilà. Et c'est une personne qui était très connue, c'était une personne connue qui habitait sur cette île de base avec sa femme et 2 serviteurs, et ils ont été assassinés il y a de ça 6 mois. Une personne de la famille d'une des personnes du club va faire l'acquisition de cette île, et du coup, en tant que sortie scolaire un peu, voilà, ils se sont dit « Oh bah génial, on va aller passer une semaine de vacances là-bas et se faire un trip en mode enquête, etc. sur ce qui s'est passé sur le quadruple meurtre. » Parce que la personne qui a été accusée de ces meurtres n'a jamais été retrouvée. Donc ils ont décidé de mener leur propre enquête parce que c'est leur trip. Donc, dans le premier tome, voilà, c'est ça qu'on suit, on pose les bases, ils arrivent sur l'île, ils découvrent l'île, ils voient l'endroit où il y a eu le drame, voilà, ils discutent pas mal, etc. Et au fil et à mesure des discussions, on comprend qu'il y a eu un incident il y a 1 an, on n'en sait pas plus, ils parlent juste d'un incident, voilà. Ça rentre pas forcément dans les détails, mais du coup ça rajoute encore un peu de mystère en plus de ce meurtre qu'il y a eu 6 mois auparavant sur l'île. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait il y a une deuxième, pas vraiment temporalité parce que ça se passe à peu près au même moment, mais donc eux ils sont sur cette île et on suit également une autre personne du club, mais qui a quitté le club suite au fameux incident, qui elle reçoit un message très mystérieux. Elle décide d'elle-même, suite à ce message mystérieux qu'elle reçoit, de mener sa propre enquête. Elle va aussi se faire aider par une autre personne qui fait aussi partie du club mais qui n'est pas partie avec eux, et d'une autre personne qui est un peu plus mystérieuse, qui serait apparemment liée à l'affaire. Voilà. Le message, je vous en dis pas plus parce que le but, quand même, c'est que vous découvriez l'œuvre. Donc le premier tome est très mystérieux, voilà, on suit à la fois ces 7 jeunes qui sont sur l'île en train de mener leur enquête, et cette jeune fille qui est sur le continent et qui mène sa propre enquête à cause d'un message mystérieux qu'elle a reçu. Et je trouve ça très intéressant. Donc le premier tome met bien dans l'ambiance, etc. Puis en plus, je me suis renseignée et j'ai vu que c'était par le même dessinateur de Another, qui est une série que j'aime énormément. Donc je pense que je comprends pourquoi j'aime autant ce style graphique et l'ambiance qu'il y a, voilà, parce que c'est un peu dark, on comprend qu'il va se passer des choses sur cette île. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on sait. On sait, voilà, c'est dit, ça va être du suspense, etc. Donc le premier tome remplit très bien ce et donne envie. Donc ensuite, on enchaîne avec le tome numéro 2. Alors, je suis assez déçue. Kawa Minami, qui est sur le continent, c'est elle qui fait son enquête accompagnée de ce monsieur qui est lié à un des personnages
qui est mort sur l'île. Et je suis assez déçue parce qu'elle est en couverture, mais on la voit pas beaucoup dans ce tome-là. Dans le tome 1, on la voyait plus, du coup j'étais un peu déçue au tome 2 de la voir si peu présente. Donc au tome numéro 2, voilà, ça s'ouvre sur un gros flashback, et notamment on comprend enfin ce qui s'est passé sur le fameux incident d'il y a un an. Voilà, il y a quelqu'un qui est mort de leur club, et on comprend que potentiellement toute cette affaire est liée. Ce qui est super intéressant, voilà, parce que du coup on s'amuse à essayer de faire les liens avec, de formuler des hypothèses. Lui par exemple, il adore faire des hypothèses totalement farfelues, mais qui finalement sont peut-être pas si mauvaises que ça, voilà, il tient parfois des pistes. Le deuxième tome était très intéressant également, un peu plus plat que le premier à la limite, et ce qui est un petit poil frustrant, c'est qu'en fait on a beaucoup de questions et très peu de réponses dans ce tome 2, ce qui est normal, vous me direz, pour un tome 2. Mais c'est vrai que du coup ça happe vraiment pendant la lecture, on a vraiment envie de savoir la suite. Ce qui nous amène au tome 3, donc Meurtre dans le Décagone porte bien son nom. Il y a déjà eu un premier meurtre dans le tome 2. Dans le tome 3, on est plus sur la résolution de l'affaire. On découvre aussi que les meurtres actuels sont potentiellement liés à la tuerie qu'il y a eu lieu il y a 6 mois. Donc ce que je vous dis, normalement, c'est pas du spoil, c'est des choses qui sont dites dans les dos de couverture. Donc j'essaye de pas trop rentrer dans les détails, mais quand même de donner envie et un peu d'expliquer ce qui se passe. Donc voilà, donc on comprend que un peu toutes ces histoires sont liées, donc l'incident d'il y a un an, le quadruple meurtre d'il y a 6 mois, et actuellement ce qui se passe au temps réel. Donc tout le monde commence à être soupçonneux de tout le monde, c'est un peu la guerre psychologique entre les différentes personnes qui restent, parce qu'elles se demandent qui sera la prochaine, qui est la personne qui s'amuse à les terroriser comme ça. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on se met dans cette ambiance très dark et on veut nous-mêmes faire l'enquête en fait. Du coup, je trouve que Meurtre dans le Décagone, pour l'instant, les 3 premiers tomes sont très bien réussis. Moi, j'ai vraiment pris un plaisir fou à lire les 3 tomes d'un coup. Je suis même très excitée à l'idée d'avoir le 4e et le 5e tome qui sortent, je crois, le 4e sort en juin à peu près, je pense. Je pense pas lire le tome 4 tout de suite parce que je pense que la prochaine fois que je me lirai Meurtre dans le Décagone, j'aurai tous les tomes entre les mains. Quand on commence ce style de lecture, on veut que la boucle soit bouclée à la fin parce que sinon on repose le dernier tome et on se pose que des questions, on se dit mince, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin, moi-même, j'ai quelques petites hypothèses, notamment, je crois qu'un des personnages s'est suicidé et que ce n'est pas un meurtre, mais bon, ça c'est mon avis à moi pour l'instant, je ne sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, c'est très réussi. Si vous aimez les polars, les thrillers, les films type Agatha Christie, Hercule Poirot, je pense que vous allez vous régaler avec cette lecture. Moi en tout cas c'est le cas et je suis très contente d'avoir acquis cette série. Donc nouvelle série également avec Witches War, où cette fois je n'ai que 2 tomes et actuellement je suis à jour. Il n'y a pas de 3e tome qui est encore sorti, même si le prochain sort en mai si je ne me trompe pas. Alors, Witches War, ça parle de quoi? Donc, ça parle de 32 femmes historiques qui, au moment de mourir, se font invoquer par la reine des démons et leur propose un pacte diabolique. Elle leur explique en gros qu'elles ont marqué l'histoire et que grâce à ça, elles ont des désirs très forts. Et la reine des démons décide entre guillemets de les récompenser en mode voilà, vous êtes en train de mourir et moi je vous propose de réaliser ce désir. Je vous donnerai tous les pouvoirs qu'il faut pour le réaliser. Mais je n'offrirai ce pouvoir qu'à une seule personne et à la condition du coup que vous fassiez un battle royal. Donc ces 32 femmes se retrouvent dans une arène, elles obtiennent des pouvoirs de sorciers. Elles obtiennent 2 types de pouvoirs, il y a un type offensif, un peu, enfin voilà, une arme de prédilection, et elles ont aussi un pouvoir de type magie. Donc c'est très intéressant, c'est de la bagarre pure, faut pas chercher une histoire compliquée, etc. Voilà, c'est juste de la pure bagarre où il y a 32 femmes qui vont se taper dessus pendant toute l'histoire. De ce que j'ai compris, il y a à peu près un combat égale un tome. Donc généralement ça dépasse un peu, le combat commence moitié de tome et se finit à la moitié de l'autre tome. Je suis extrêmement contente parce qu'il y a des personnages très variés. On pourrait croire que comme c'est un manga japonais, bah forcément il représente beaucoup de personnages connus asiatiques, mais c'est pas le cas, il y a quand même des femmes un peu du monde entier, donc ça c'est assez sympa, on est content de les retrouver. J'aime bien aussi parce que y a beaucoup de gens qu'on connaît pas, enfin on n'est pas forcément calés tous en histoire, et ce qui est bien c'est qu'on a toujours une partie un peu explicative, on rentre un peu dans le passé de la personne, assez intéressant et en plus ça nous remet du contexte historique, donc franchement là-dessus que du plus. J'ai beaucoup aimé le tout premier combat qui oppose
Tomoe, qui est une femme guerrière du Japon, à Elisabeth Báthory, qui elle est une femme hongroise, si je me rappelle bien. Et franchement, le combat envoie du lourd de fou. Je ne suis pas forcément fan des Battle Royale, mais là, qui est le côté historique, on ait des flashbacks des deux personnages à chaque fois, qu'on découvre aussi leurs pouvoirs, parce que c'est vrai que c'est vachement intéressant, parce que les pouvoirs qu'ils obtiennent, forcément, est lié à leur désir, et souvent leur désir est lié à leur passé, donc c'est super intéressant, et je sais pas, je trouve que le mélange est incroyable. Dans le tome 2, le combat du tome 1 se finit, et on enchaîne avec un deuxième combat, voilà, il n'y a pas de répit, hein, franchement ça enchaîne direct. Et donc là, cette fois, ça oppose Jeanne d'Arc à la seule impératrice de Chine qui a existé. Et là, pareil, c'est super. Et puis en plus, ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnes dans le public sont des personnes mortes qui ont connu les combattantes. Donc c'est super intéressant aussi d'avoir cet avis-là en mode de qu'est-ce que la population pensait, etc. Puis ça rajoute un peu d'interaction, un peu de dynamisme dans le combat, donc c'est aussi très sympa. Et sur le papier, c'est pas forcément un manga qui m'aurait plu, et pourtant je me suis vachement laissée prendre au jeu, j'ai trouvé ça super intéressant, ce mélange de pouvoirs magiques, d'attaques, de combats, de battle royale, ce côté historique, voilà, ça fait très bien le taf, et j'en suis extrêmement contente, même maintenant ça me donne envie de me pencher sur d'autres mangas de ce style. Il me semble que Valiant Black Iron, qui est sorti en ce début d'année 2023, parle aussi d'un battle royale avec des personnes réincarnées ou ce genre de choses. Donc pourquoi pas, je me dis, si j'ai bien aimé Witch's War dans ce style-là, pourquoi pas tester d'autres choses. Je me suis enfin penchée sur Criminal Fiançailles, le tome 1 et le tome 2, parce que pareil, j'en avais beaucoup entendu parler. Le tome 1 m'a laissé un peu pantoise parce que je n'étais pas forcément fan des deux personnages principaux. Je trouvais la fille un peu trop molle, même si en même temps, vu la position qu'elle avait, je peux comprendre qu'elle se faisait un peu aplatir entre guillemets. Et le mec au début, il est plat aussi, enfin, il est creux, tu vois, rien d'intéressant. Mais à la fin du tome 1 quand même, ça s'est amélioré, voilà. Il a enfin révélé ses vraies intentions. Donc en tout cas, l'histoire, c'est ce garçon qui est le petit-fils d'un clan de Yakuza, cette jeune fille qui est la petite fille d'un clan de Yakuza. Donc elle est plus de la campagne, lui, il est de la ville. Et ils décident de former une alliance en se mariant. Alors de base, aucun des deux ne veut vraiment cette union. Enfin, lui, il a l'air vachement emballé, elle moins, mais elle dit bon, pourquoi pas. Donc elle se laisse prendre au jeu, elle est envoyée à Tokyo pour apprendre à le connaître, donc elle vit avec lui, etc. Au final, elle va découvrir un peu la vraie vie, parce que voilà, elle c'est une campagnarde, donc elle découvre ce que c'est la ville, etc. C'est comme elle a été toujours crainte dans son lycée. Lui qui est clan de Yakuza, elle pensait qu'il serait dans la position, mais pas du tout. Lui dans son lycée, il est adulé, il est trop stylé, il est beau, il est gentil, voilà, le mec parfait. On découvre au final que pas du tout, ce mec est complètement taré. Mais d'ailleurs, tant mieux, parce que sinon, en fait, le personnage aurait été trop lisse. Mais du coup, à la fin du tome 1, j'étais un peu en mode ouais, ok, bon, ça se lit, c'est cool, mais sans plus. Heureusement, j'ai persévéré jusqu'au tome 2. Là, ça va quand même mieux. Voilà, le tome 2, la dynamique entre les deux est beaucoup plus sympa et beaucoup plus rigolote. Elle s'affirme enfin, elle lui dit d'aller se faire foutre clairement quand il y a besoin. Donc heureusement, ça fait un peu du bien un personnage comme ça, parce que bah en même temps, lui c'est ce qu'il recherche. Hein, voilà, il recherche une femme qui est comme ça, qui l'envoie promener, etc. Il a besoin de se faire un peu martyriser pour se sentir bien. Bon, il va pas très bien dans sa tête, hein, soyons clairs. Mais au moins, ça ajoute un peu de piment, c'est plutôt sympa. En plus, elle commence à se mêler des histoires du clan, elle réussit plutôt bien ses actions, donc c'est assez sympa. Le seul point négatif que j'ai eu dans ce tome, c'est qu'à un moment donné, ils introduisent énormément de clans Yakuza qui sont eux-mêmes reliés à d'autres clans. Et c'était un peu lourd au niveau des noms de famille associés à quel clan est rattaché à quel autre clan. Et certains clans ont fait des alliances ensemble, etc. Enfin, du coup, ils ont un peu... Il y a un moment où ils ont donné plein de noms et moi, j'étais un peu perdue. Ils en ont reparlé quelques pages après. J'étais obligée de la page où ils expliquaient parce que sinon, moi, j'étais un peu perdue. Donc, à la limite, c'est le seul bémol de ce tome-là. Et aussi, je suis très contente parce qu'ils introduisent déjà un triangle un peu amoureux dans l'histoire et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Le mec qui arrive pour le triangle amoureux, pas non plus, il prend pas énormément de place dans l'histoire. Donc ça reste léger. Donc je pense que ça va être sympa, même si par rapport à tout le bruit que ça a fait, je suis peut-être un poil déçue. Je comprends qu'il soit sympa, oui effectivement il est plus original que des shoujo classiques, etc.
mais est-ce que c'est autant mérité qu'il ait fait autant de bruit? Je sais pas. C'est cool, c'est sympa. Je continuerai à lire, on verra ce que ça donne. On enchaîne avec Shadow House et cette fois j'ai lu les 4 premiers tomes. Donc, l'histoire de Shadow House, on suit la famille Shadow qui vit dans ce fameux manoir. Voilà, donc ils sont recouverts de suie en permanence, donc ils ont un peu une sorte de profil d'ombre et ils vivent avec les visages, voilà, qui sont des poupées vivantes qui sont censées être à leur effigie et qui est là pour faire le ménage à leur place, pour représenter leurs émotions. Et voilà, donc ils ont cette relation de maître et serviteur. Donc là, pour le coup, on suit Kate et Emilico. Emilico est une jeune poupée vivante qui est très mignonne et très attachante. Elle a beaucoup d'énergie, elle veut vraiment être la meilleure pour pouvoir servir au mieux sa maîtresse Kate. Et c'est à peu près tout ce qu'on apprend dans le premier tome. Voilà, le premier tome, on n'en a par contre pas tant que ça en fait. Voilà, mais ce qui est pas plus mal parce que ça donne vraiment envie de lire la suite. Donc le tome 1 était peut-être un peu léger, mais au moins ça donne envie de lire la suite et sur moi ça a très bien fonctionné. Du coup, on enchaîne avec le tome 2. Donc cette fois, on en apprend un peu plus sur les poupées vivantes. Voilà, Emilico va rencontrer d'autres personnes comme elle. On va voir aussi que du coup ils n'ont pas que pour mission de servir leur maître, ils ont aussi quelques annexes où ils doivent nettoyer la suie, parce qu'on découvre que leur suie, en gros, quand elle s'accumule et qu'elle n'est pas nettoyée, ça forme des sortes de petits êtres vivants, qu'ils appellent ça des agrégats, et ça peut même devenir assez dangereux en fait, on s'en rend compte dans ce tome-là. Mais on découvre aussi que les maîtres, les jeunes maîtres en tout cas, ne sont pas au courant de tout en fait. Voilà, on leur donne des livres de base qui les instruisent. Pareil pour les poupées vivantes, mais du coup ils sont assez dans le flou eux aussi, donc c'est normal que le lecteur le soit également parce que même nos personnages le sont. C'est assez intéressant, on découvre pas mal de nouveaux personnages, certains que je déteste, vraiment je peux pas les voir, hein, n'est-ce pas, la fameuse Barbie là, insupportable. Mais bon, à part ça, il y a d'autres personnages, ils sont l'air assez sympas. Je pense que du coup, Emilico, avec sa personnalité, elle va sûrement s'en faire des amis. C'était un bon tome, j'étais contente, franchement, on rentrait un peu plus dans le vif du sujet. On apprend également que, en fait, là, actuellement, ce sont des enfants, et devenir adultes, ils doivent passer ce qui s'appelle une exhibition où on vérifie la compatibilité entre le maître et sa poupée vivante. Donc, Kate et Emilico, elles s'entendent bien, ça se voit, etc. Mais on découvre que Kate n'a peut-être pas éduqué Emilico de la meilleure des manières, parce que Emilico, voilà, elle se pose beaucoup de questions, elle est très avenante, elle pense beaucoup aux autres, et il y a plein d'autres poupées vivantes qui vont lui dire mais pourquoi tu penses comme ça? Enfin, ça, c'est ce qu'ils appellent des pensées inutiles. Voilà, donc on se dit que l'exposition est mal barrée pour cette paire-là, mais en tout cas, c'était un bon tome, franchement, j'ai bien aimé. Donc le tome était sympa, puis ce qui est bien, c'est qu'on en apprend aussi plus sur Kate. En fait, on va entendre ses pensées, donc on va voir comment elle pense, etc. Et c'est assez mystérieux, en fait, on voit qu'elle a une sorte de plan en tête, enfin, qu'il se passe des choses dans sa tête, qu'elle se pose peut-être beaucoup de questions aussi. Du coup, c'est très intriguant, on a vraiment envie de savoir plus, hein, encore une fois, comme le tome 1, on a envie d'en savoir plus. Et il y a également l'apparition d'un personnage très mystérieux, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un ennemi, un ami. Du coup, on passe à la lecture du tome 3. Avec le tome 3, là, on passe à l'exhibition, voilà, donc il y a 5 paires qui passent l'exhibition pour devenir adultes. Les maîtres Shadow, 5 Shadows accompagnés de leur visage. Sachant que les visages sont devenus un peu amis, amicales en tout cas au tome précédent, et là, à un moment donné, ils vont se retrouver séparés de leur maître et ils vont aussi s'entraider, donc ça c'est assez cool, je trouve. Edouard, qui a créé cette exhibition-là, fait vraiment office d'antagoniste dans ce mini-arc, on va dire, voilà, dans toute la partie exhibition, il a le rôle d'antagoniste et il le tient très très bien, je trouve. On sent vraiment les enjeux, etc. Les Shadows, on commence à en apprendre aussi un peu plus sur leur manière de penser. Et en plus, à la fin, il y a une énorme révélation, même si en vrai, je pense qu'on peut s'en douter en lisant. Je trouve que la manière dont c'est amené vraiment juste sur les toutes dernières pages, je trouve ça vraiment bien fait. On en apprend également plus sur les adultes, parce qu'on va voir tout un groupe d'adultes qui va les suivre tout au long de l'exhibition. J'ai trouvé ça, encore une fois, très intéressant. Et alors le tome 4, vraiment, je trouve qu'il est c'est le meilleur.
Voilà, en fait, tout le long de ces 3 tomes, il y a l'intensité et la mise en place du manga qui se fait extrêmement bien. Et vraiment, là, dans le tome 4, on est encore plus à un autre niveau. Du coup, j'en suis très contente. Le seul petit bémol que je dirais, ce serait au niveau de la couverture, parce que il est tout rouge, et le Shadow House est écrit en rouge également. Et je trouve du coup, même sur le dos, je trouve que ça ressort pas du tout, alors que les autres sont en doré argenté, donc on les voit bien. Mais là, je trouve ça un petit peu dommage, parce que ça fait pas très beau rangé dans la mangatech. Donc ce tome 4, on enchaîne avec la grosse révélation qu'il y a eu dans le tome 3. Voilà, il rentre en détail. J'aime beaucoup parce qu'on en apprend beaucoup plus sur les poupées vivantes, qui sont-elles, comment les Shadows les obtiennent aussi. Ça m'a un peu... En fait, on pouvait s'en douter, mais ça m'a quand même un peu surprise. On en apprend également plus sur les pouvoirs, parce qu'on découvre que voilà, la suie dont ils sont couvertes peut leur être bénéfique. On découvre aussi quel est le stade ultime de ces pairs, voilà, parce qu'ils disent qu'il y a plusieurs niveaux entre les pairs. Le niveau 1, c'est la connaissance, le deuxième, c'est quand ils commencent vraiment à être en symbiose, et il y a le 3e stade, et alors là, franchement, pareil, je n'y attendais pas. C'est la grosse révélation qu'il y a eu à la fin du tome 3 où on pouvait s'en douter, mais là du coup c'est confirmé dès les premières pages. Donc ça ne présage à rien de bon. En tout cas, c'était assez émouvant. J'ai trouvé que c'était un tome où il y avait quand même beaucoup d'émotions, parce que déjà il y a les retrouvailles. Voilà, Emilico et Kate avaient été séparés lors de l'exhibition. Il y a les retrouvailles, toutes les épreuves que Emilico a dû surmonter pour pouvoir rejoindre Kate. J'aime beaucoup du coup la relation entre les deux. On voit vraiment qu'elles sont attachées l'une à l'autre et qu'elles s'entendent bien. Donc c'est beau, quoi, c'est une belle relation. Je suis aussi contente parce qu'on apprend beaucoup plus sur les intentions de Kate. Dans les tomes précédents, c'était un peu en mode en survol, on sentait qu'il y avait un mystère, elle nous disait des choses, mais on n'était pas totalement sûr. Là, ça y est, elle révèle totalement ses intentions, c'est extrêmement cool, je trouve, la manière dont c'est fait, voilà, elle y va cash. Après tant de mystères, ça fait du bien d'avoir un tome, voilà, qui répond à plein de questions, et qui pourtant en soulève encore d'autres. Donc je trouve que le rythme de ce manga est assez bien. Même si on pourrait croire que 4e tome pour avoir des révélations c'est peut-être un peu long, mais en fait il se lise tellement bien que moi je vois pas de soucis là-dessus en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on entend aussi les pensées à certains moments des autres maîtres Shadow, et ça m'a beaucoup plu parce que en fait on comprend beaucoup mieux la dynamique entre les pairs, voilà. Entre le rôle des Shadows et le rôle des poupées vivantes. On apprend vraiment comment ça se passe, et en rentrant dans les pensées et des maîtres et des poupées, ça permet de beaucoup mieux comprendre, et j'en suis très contente. En soi, Shadow House, je trouve que ça a une ambiance très particulière que j'apprécie énormément. Ça me fait un petit peu penser à The Promised Neverland, dans le sens où voilà, c'est des enfants qui se retrouvent dans un monde assez énigmatique, mystérieux, et aussi un peu dark. Alors même si ça n'a rien à voir au niveau de l'histoire, mais voilà, je trouve que l'ambiance est assez similaire, et j'aime énormément, donc une découverte très sympa. Actuellement ils sont au tome 10, et franchement je pense qu'ils peuvent aller loin avec cette intrigue, parce qu'il se passe beaucoup de choses. En résumé, c'est un bon manga, j'ai beaucoup aimé ces 4 premiers tomes, mystérieux et plein d'intrigues, et ça donne très envie de lire la suite. Je passe à une autre série qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Sakamoto Days. Donc j'avais mis la main sur les 3 premiers tomes. Alors, le premier tome m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je l'ai trouvé très léger, c'est une lecture fun, c'est très sympa, mais je trouvais ça un peu léger. Voilà, je trouvais ça un peu... ça introduit bien. Mais au début, je me suis dit, ouais, ok, c'est cool. Bon, voyons voir c'est quoi la suite. Pour rappel, Sakamoto Days, ça parle d'un ancien tueur à gages qui a pris sa retraite parce qu'il a eu le coup de foudre. Donc c'est très mignon, voilà, et il s'est coupé du système. Sauf que dans ce style de milieu, tu ne peux pas quitter ton métier comme ça. Voilà, tu connais des informations sensibles, etc. Donc on commence à lui mettre des contrats sur la tête, et du coup il y a plein d'assassins qui vont venir pour essayer de le tuer. Donc lui forcément il se défend, et malgré ses 5 ans de retraite, il se défend toujours très bien. Du coup ça c'était quand même assez sympa, les combats sont cool. En fait c'est un manga qu'il faut lire sans se prendre la tête, parce qu'il y a plein de choses où tu te dis c'est bizarre. Enfin, par exemple, lui, sa spécialité, tu t'y attendrais pas. Le tome 1, j'étais un peu surprise. Après j'ai enchaîné avec le tome 2, je l'ai trouvé meilleur que le tome 1. J'ai trouvé ça assez cool, on introduit des nouveaux personnages, ils s'intègrent très bien. Petit bémol, je trouve qu'ils s'intègrent même peut-être trop bien, genre par exemple la manière dont ils se sont intégrés à une vitesse folle, je trouve ça... On s'attache aux personnages, mais je trouve
qu'on n'est pas censé s'attacher à des personnages aussi rapidement. Après, l'intrigue reste cool, il y avait des combats sympas toujours. De toute manière, c'est l'intrigue, hein. Va y avoir beaucoup de combats, etc. Même s'il y a plus d'enjeux qui sont mis en place dans le tome 2, voilà, on découvre qu'il y a le fameux Horde, donc ça donne envie d'en apprendre plus. Je trouve ça assez sympa qu'ils introduisent ça dès le tome 2, parce que sinon ça ferait peut-être un peu creux. Puis en plus, il y a un autre enjeu avec aussi, on découvre qu'il y a un tueur, apparemment un tueur d'assassins, donc forcément on se pose la question qui c'est quoi les raisons. Donc, tome 2, très agréable à lire. Et on enchaîne avec le tome 3 qui m'a le plus plu, déjà parce qu'on rentre dans le passé de Shin, qui est le petit blondinet là que vous voyez sur la couverture du tome 1 et du tome 2, et ça m'a beaucoup plu, parce que justement comme je vous avais dit, les personnages se font intégrer super rapidement, et moi je trouvais ça un peu trop rapide. Donc là au moins qu'on ait des flashbacks, etc., ça permet d'encore plus s'attacher aux personnages, et on trouve qu'ils sont encore plus légitimes à être là. Donc là, j'étais très contente, et ça rentre dans une sorte d'arc labo, on va dire, voilà, où ils sont obligés d'infiltrer un labo scientifique, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ce qui est bien, c'est que j'apprécie de plus en plus les tomes au fur et à mesure de ma lecture, donc c'est bon signe. Mais en tout cas, le troisième était très bon, il y avait une bonne dose d'action, d'humour. C'est ça qui est bien aussi dans Sakamoto Days, c'est que je trouve l'équilibre est vraiment bien fait entre action et humour. Le premier, je trouvais que c'était... au premier tome, je trouvais que c'était peut-être un peu limite. Mais là, ça y est, en lisant les 3 tomes, je me suis dit non, vraiment, c'est cool la manière dont ils ont équilibré ça. Donc je suis très contente de Sakamoto Days. Ce sera pas dans mes priorités d'achat parce que j'ai bien aimé, mais pour moi, voilà, c'est de la lecture légère et fun. Et je préfère peut-être compléter d'autres séries plus rapidement. Mais en tout cas, je comprends pourquoi les gens en parlent, c'est franchement cool. Autre nouveauté qui a beaucoup parlé d'elle l'année dernière, c'est The Elusive Samurai. Sur le synopsis, ça ne m'intéressait pas forcément, mais on me l'a quand même beaucoup recommandé, donc j'ai fini par me tourner vers les 2 premiers tomes que j'avais achetés en occasion. Et la lecture du tome 1, c'était un petit peu compliqué. Alors déjà, les tomes ont l'air assez fins, mais en fait, les pages sont fines et il y a énormément d'informations. Je trouve ça un peu lourd à lire, franchement, je trouve que les pages sont très chargées. Après, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails dans les cases et tout, donc ça, c'est quand même un point fort. Mais je trouve quand même que tout est très chargé. Donc, The Elusive Samurai, ça parle de Tokiyuki, qui est le jeune garçon qui est là, et qui est fils de Shogun. Mais le Shogun, voilà, c'est un panta, il ne sert strictement à rien. Et un jour, un de leurs alliés va se retourner contre eux et va mettre à feu et à sang la ville où il vivait. Sauf que lui, comme il savait que même s'il devenait shogun un jour, c'était juste un titre de façade. Il a jamais pris son rôle au sérieux et du coup, il a toujours fui toutes ses responsabilités, au sens propre comme au sens figuré. Et il est devenu super fort pour fuir et du coup, lors de son massacre, il va survivre. Il va être recueilli par un partisan qui croit en lui et qui croit en sa lignée, et qui du coup va l'aider à s'évader, il va l'aider aussi à se reconstruire, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Mais je sais pas comment dire, genre l'histoire me perturbe un peu. Je trouve qu'il y a un équilibre entre l'humour et le glauque très spécial. Parce que c'est rare que dans les mangas que je lise, le glauque comme ça soit mélangé à de l'humour. Parfois je trouve que le rythme est un peu chelou entre les deux, enfin on passe de l'un à l'autre assez bizarrement. Mais dans l'ensemble, la lecture reste sympa. Après, il y a des personnages qui me font flipper. Je pense que c'est fait exprès d'accentuer les traits comme ça. Mais moi, la première fois que j'ai vu certains visages, je dis ah non, mais moi s'il y a ça tout le temps, je vais pas pouvoir regarder ça, ça me fout les chocottes quoi, ça me dégoûte. Voilà, celui qui l'a aidé là, Suwa, il a des visages mais qui font flipper, et moi ça me met mal à l'aise quand c'est dessiné comme ça, je sais pas, j'aime pas trop. Mais bon, après ça reste un bon personnage. Et du coup, cet équilibre entre les deux au premier tome, ça m'a un peu perturbée. Par contre, j'aime énormément les personnages secondaires, genre les personnes qu'il a mis au service de Tokiyuki, que Suwa a mis au service de Tokiyuki. Je trouve qu'ils sont attachants, ils ont l'air très sympas. J'ai hâte qu'on développe leur histoire, parce que je pense que c'est intéressant. Mais en tout cas, ça marche bien, et le personnage principal me plaît beaucoup. Au début, je me disais, oh, un fuyard, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à suivre l'histoire d'un mec qui fait que fuir. Mais finalement, la manière dont c'est amené, en fait, ça devient vraiment une force pour lui. Et puis sa force aussi, c'est sa gentillesse, le fait de vraiment être ouvert à n'importe qui, malgré qu'il ait eu un rôle quand même très important. C'était le fils du shogun.
il s'entend très bien avec tout le monde, voilà, il se sent pas supérieur aux autres, et ça c'est quelque chose qui le rend très attachant. La fin du tome 1 introduit une sorte de premier antagoniste. Alors il y a l'antagoniste principal qui l'a trahi, qui lui, je trouve, est très charismatique, je trouve qu'il est extrêmement bien fait également. Je trouve pour qu'un shonen soit un bon shonen, il faut que l'antagoniste soit très charismatique et qu'il envoie du lourd, et là c'est le cas. Je trouve l'antagoniste très bien, très malsain, mais très cool. Et le deuxième, on va dire le sous-antagoniste qui est introduit, promet d'être très bien aussi, je trouve. Mais en fait, c'est ça qui me gêne un peu, c'est le côté malsain qu'il y a dans ce manga. Moi, j'ai du mal avec ce côté-là. Mais malgré ça, c'était un bon tome. Du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. Et alors déjà, le tome 2, j'ai failli arrêter ma lecture très rapidement parce que le tome 2 commence sur une sorte de jeu où il tire des flèches. Alors, certes, il cache les flèches, enfin, il couvre les flèches pour pas qu'elles soient mortelles, mais où le but, c'est de tirer sur des chiens. Oh, j'adore les animaux, donc moi quand j'ai vu ça, j'ai fait non, ça va pas le faire. Qu'il y a des scènes avec des animaux maltraités, voilà, où c'est très sanglant, je vais avoir du mal. Sachant que déjà là dans les combats du tome 1, c'est sanglant. Franchement, tu vois des têtes décapitées, tu vois des têtes coupées, il y a le détail, il y a du détail, on voit les bonnes effusions de sang, donc moi c'est pas trop ce que j'aime, mais l'histoire est cool quand même, donc ça me donne envie de continuer. Du coup, le tome 2, malgré que j'ai voulu le refermer dès les premières pages, je me suis accrochée, j'ai continué, et ça m'a beaucoup plu. Il y a eu le premier duel entre Tokiyuki et du coup l'antagoniste là dont je parlais, pas le principal, l'autre là, celui aux yeux globulés là. Oh lui il est dégueulasse, hein, franchement. Vous l'avez vu avec ses yeux? Oh ça, il me dégoûte. Donc il remplit bien sa fonction d'antagoniste, hein, il me dégoûte, et dès que je le vois, avec ses yeux là qui ressortent... Mais en tout cas, le combat était très intéressant. On voit vraiment notre personnage principal en train d'évoluer, voilà, grâce à lui, hein, grâce à Suwa. Suwa le fait vraiment évoluer, grâce aussi aux personnes qu'il a sous ses ordres, qui sont un peu sa suite. Je trouve que c'est bien, parce qu'on voit vraiment l'évolution du personnage, on voit vraiment qu'il a du potentiel pour réunir les gens autour de lui et vraiment de devenir un bon shogun. Donc bien sûr, ça donne envie de continuer à voir ses aventures et à voir comment il va avancer dans cette guerre politique. Et puis bien sûr, on suit un peu aussi en parallèle, on avance un petit peu dans l'histoire de notre antagoniste principal, là, celui qui l'a trahi. Et alors lui, il est détestable. Hein. Lui, tu sens qu'il y a un truc. Peut-être un truc paranormal même, hein, parce que vraiment, l'homme, il est vraiment chelou, quoi. Ce qui se passe là quand il se bat contre le fils du nouveau shogun, déjà, il a pas une once d'humanité, ce mec. Et en plus... c'est pas humain d'avoir autant de pouvoir, donc pareil, j'ai hâte de savoir d'où ça vient, même s'il y a encore une fois des planches totalement dégoûtantes dans le tome 2. On peut voir là, ils font vraiment des tronches là, je sais pas, il y a un truc dans le style de dessin qui me dégoûte. Quand je sais que c'est le mec de Assassination Classroom qui a écrit ça, vraiment ça me surprend, c'est pas du tout le même style, hein, vraiment, c'est bien qu'il se lance dans d'autres choses, mais alors pour le coup, moi j'ai un peu de mal avec le dessin comme ça. Mais l'histoire est cool, surtout qu'ils ont introduit du coup un nouveau personnage qui aide Tokiyuki, et je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce passage, voilà, où ils collaborent ensemble, et on voit très bien que la confiance ça se donne pas comme ça se mérite, etc. Et Tokiyuki il est prêt à se mouiller pour avoir la confiance des gens dont il veut les pouvoirs, dont il veut qu'ils le suivent et qui rentrent un peu dans sa cour, on va dire. Donc le tome 2 était bien. Alors je m'étais pris Looking Up to Magical Girl parce que je trouvais que le synopsis était drôle. Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan de Magical Girl, il y en a 3 qui se battent dans sa ville contre les méchants, et elle en est absolument fan, voilà, elle les idolâtre. Et elle un jour elle va se faire transformer, mais elle va se faire transformer en méchante. Et en gros, c'est très particulier, hein. Déjà, moi je pensais que ce serait un peu enfantin. En vrai, j'aurais dû mieux regarder la couverture et me rendre compte que ce n'était pas enfantin, parce que comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez dénudée. Et son pouvoir, ça va être un peu une sorte de délire sadomasochiste. Voilà, elle va découvrir qu'elle est complètement sadique et qu'elle adore voir les personnes qu'elle idolâtre, voilà, pleurer, la supplier, etc. C'est complètement barré. Voilà, je m'attendais pas à ça, et je l'ai lu très très rapidement parce que du coup je me suis pas du tout attardée sur les détails, j'ai vite compris que ce serait pas quelque chose qui me plairait. C'est très rare que j'arrête ma lecture
au tome 1, mais là c'est vraiment pas mon style. Franchement, c'est très ecchi, c'est très borderline, c'est pas ce que j'attends dans mes lectures, donc lui, je sais pas si vous l'avez lu, je pense pas qu'il y aura une véritable histoire, etc., mais pas pour moi. Moi j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de fanservice continu, en plus c'est que des Lolita, enfin c'est des jeunes filles, elles sont toutes, ouais c'est un peu style Lolita, et les voir dans des positions très embarrassantes, et à moitié nue tout le temps, je vois pas l'intérêt, il n'y a pas d'histoire, donc je vais pas continuer cette série et je vais le vendre, c'est sûr. Je vais maintenant vous parler de mon gros coup de cœur de l'année 2023, enfin de ce début d'année, My Happy Marriage. J'ai adoré ce tome de long en large et en travers, et genre c'est une perfection, j'ai rien à redire là-dessus. Donc My Happy Marriage, c'est un peu un conte de fées à la Cendrillon qui est un peu revisité. Il y a un petit plot twist un peu fantastique, dans le sens où les gens de la noblesse ont des pouvoirs surnaturels. Alors pour la petite histoire, du coup, ça suit l'histoire de Mio qui est née dans une famille noble par deux porteurs de pouvoir, mais elle n'en obtient aucun. Sa mère va décéder, son père va se remarier, du coup elle va avoir une demi-sœur qui, elle, par contre, est la perfection incarnée et en plus possède des pouvoirs surnaturels qu'elle n'a pas du tout, et elle va se retrouver du coup complètement délaissée par son père, parce que le premier mariage de son père était absolument sans amour, alors que sa deuxième femme, vraiment c'est un mariage d'amour. Donc voilà, donc elle, il la rejette totalement, sa belle-mère et sa belle-sœur la rejettent totalement, et c'est une véritable Cendrillon. Voilà, elle se retrouve à faire la boniche, on la nourrit pas à sa faim, elle est battue, on lui reproche tout ce qu'on peut lui reprocher, voilà, le moindre truc, on va lui remettre dessus. Donc elle a une vie misérable. Heureusement, elle a un ami d'enfance, et elle se dit ça va peut-être être un jour un peu ma porte de sortie, sauf qu'on lui annonce que son meilleur ami va se marier à sa demi-sœur. Et alors là, elle a plus aucun espoir, elle dit ça y est, ma vie est foutue, j'ai plus qu'à mourir. Mais son père en décide autrement, il lui dit non, tu vas nous aider politiquement et tu vas aller te marier à ce monsieur qui s'appelle Kudo. Voilà, il est de la famille Kudo, je sais plus c'est quoi son prénom. Bon. Qui est connu pour être très cruel et qui fait fuir toutes ses prétendantes. Donc elle va se retrouver envoyée là-bas un peu au casse-pipe en mode vas-y, de toute manière, si t'essayes de revenir, t'auras pas d'endroit où aller, donc t'as intérêt à tenir. Et du coup, on va découvrir le personnage de Kudo, mais qui est d'une famille très très noble. Voilà, il dirige carrément un département dans l'armée impériale. Voilà. Oui, parce que ça se passe au Japon féodal, j'ai oublié de préciser, mais ça se passe au Japon féodal. Voilà, il y a juste, ils sortent un peu de tout ce qui est shogunat, etc. Voilà, il y a encore un empereur, mais il y a quand même un peu de technologie qui arrive. Par exemple, il y a les premières voitures. C'est un peu au moment de la transition, c'est-à-dire quand le Japon c'est ouvert. Et du coup, on va suivre la relation des deux personnes, et j'ai trouvé que c'était très frais, très mignon, beaucoup de douceur. On peut penser que le personnage principal, en fait, est très fade. Au début, c'est ce que je me suis dit, oh, elle a vraiment pas de personnalité, c'est horrible. Mais l'auteur vraiment insiste sur son passé, sur ce qu'elle a vécu, et du coup, ça permet de nous vraiment comprendre pourquoi elle réagit comme ça. On peut la croire fade, mais c'est pas qu'elle est fade, en fait, c'est juste que on l'a tellement brimée, on l'a tellement maltraitée, qu'elle se sent pas à sa place, en fait. Elle se sent jamais à sa place, elle a toujours peur de mal faire. Elle a connu que des reproches, etc. Jamais de douceur, jamais de tendresse. Donc elle ne sait pas réagir face à ça, elle ne sait pas comment se comporter. Et donc je suis très contente parce que je pense que vraiment, on va avoir ce côté où elle va s'éclore. En fait, tout le monde lui dit à Kudo qu'elle a un potentiel de fou, en fait. Qu'actuellement, voilà, elle n'est pas très bien habillée, elle s'est jamais entretenue, etc. Mais que si il fait un peu attention à elle, ça deviendra un diamant brut. C'est écrit. Et je pense que ça va être le cas, et ça donne trop envie de les soutenir et de voir ce qu'il est. Parce que Kudo, bien qu'il a l'air très, très froid, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un de très doux, très, très gentil. C'est juste qu'il se méfie à cause de sa condition, etc. Elle a tellement eu l'habitude qu'on l'approche que par des fins calculées, en fait. Qu'il n'a pas l'habitude de quelqu'un qui est gentil juste naturellement. Très sympa, et puis ce que j'ai bien aimé, c'est que on se pose quand même, il y a quand même des intrigues de poser, c'est pas qu'une histoire d'amour. Voilà, on va poser la question de, par exemple, elle, on découvre que la lignée de sa mère, apparemment, c'est une lignée très spéciale, qui ont des pouvoirs très intéressants, et c'est un peu en mode, pas un peu comme une secte, mais ils sont cachés, quoi. C'est un clan complètement secret, complètement hermétique, qui renferme beaucoup de potentiel. On découvre également, mais du coup je vous spoil,
Bon, ça je peux pas vous le dire, parce que sinon ce serait un peu trop spoil. Je sais déjà que je suis rentrée beaucoup dans les détails, mais le tome 1 m'a tellement plu, j'aimerais vraiment vous donner envie de le lire. Et en tout cas, il y a aussi comme intrigue le fait qu'ils ont des pouvoirs. Là, actuellement, ils s'en sont très peu servis dans le tome 1, mais je pense que ça a beaucoup de potentiel pour ouvrir sur des scènes un peu plus d'action, etc., que ce soit pas que du shoujo, que voilà, il y ait peut-être des combats, ou en tout cas... je pense que les pouvoirs, ils vont s'en servir à un moment donné et que du coup, ça pourrait donner un peu d'action dans ce shoujo, ce qui serait encore mieux. Moi, je vois ça que comme une opportunité que le manga soit encore meilleur. Donc en tout cas, My Happy Marriage, je pense que ça se voit, mais j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille à 100%, hein. Allez-y, foncez, My Happy Marriage vaut vraiment le coup. Avant-dernière série que je vous présente, on va parler de Green Mechanic. Je vous en avais déjà un peu parlé dans les vidéos où j'ai acheté les tomes, mais là vraiment je me suis penchée sur les 3 tomes d'un coup pour me faire un avis, et au final c'est plutôt très positif et j'en suis extrêmement contente. C'est un manga franco-suisse, si je me trompe pas, français pur, suisse sûrement. En tout cas, ça parle de quoi? Green Mechanic, voilà, c'est dans un monde post-apocalyptique. Maintenant, quasiment toute la Terre ressemble à une sorte de désert. Les humains ne vivent qu'à peu près jusqu'à 35 ans. L'espérance de vie est devenue catastrophique. Il y a beaucoup de technologie qui est développée, dont des robots, notamment des robots morphing, qui peuvent prendre l'apparence des êtres humains. Et en plus, on peut s'associer avec un morphing pour se transformer un peu, et ça donne un petit côté super-héros, c'est super cool. On apprend qu'il y a des monstres qui vivent dans ce monde qui s'appellent des ersatz, si je me trompe pas, mais que voilà, les ersatz, c'est un peu les méchants. En plus, ils kidnappent souvent des êtres humains, notamment tous les 10 ans, il y a ce qu'ils appellent une récolte, où ils font une razzia de plein d'enfants. Et en plus de ça, on découvre que notre personnage principal, elle a un pouvoir empathique, elle arrive à sentir les émotions des gens. Du coup, ce qui fait qu'elle a tendance à s'isoler, voilà, elle s'est toujours isolée depuis qu'elle est toute petite à cause de ce pouvoir. Et elle va faire la rencontre du morphing Reborn, et ils vont devenir un peu... elle va lui demander qu'il prenne l'apparence de quelqu'un qui lui est cher, et ils vont commencer à vivre ensemble, sauf qu'ils vont se faire attaquer par un ersatz. Ils vont être sauvés par un groupe d'intervention un peu à part, voilà, parce qu'il y a une sorte de milice qui protège la population, mais qui apparemment tire un peu au flanc. Le tome 1, je l'ai trouvé extrêmement cool, je trouve que ça pose très bien les bases, il y a beaucoup de questions qui se posent, voilà, par rapport à son pouvoir, par rapport au morphing, pourquoi la Terre est devenue comme ça, qui sont ces méchants. Même si en vrai, les méchants, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est dès le tome 1, il te nuance la notion de méchant, voilà, c'est pas... ils sont méchants, point. Pas de la méchanceté pure et gratuite, en fait. Ils vivent parmi les êtres humains, il y en a plein qui sont pacifiques, il n'y a qu'une petite partie qui attaque la population. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'ils disent que cette information n'est donnée qu'il y a très peu de gens de la population qui la connaissent. Bizarrement, tous les gens que tu rencontres dans Green Mechanic, ils sont tous au courant. Donc je trouve ça un petit poil dommage de dire que personne connaît l'info, alors que après ils en parlent librement comme si c'était une information totalement banale. Donc ils auraient peut-être pas dû insister sur le fait que c'était une information très secrète, etc. Bon. C'est pas grave, ça reste un très bon tome qui pose très bien les bases de l'aventure. Dès le tome 2, ça devient un peu plus dark au début. Du coup, le tome 2, ça m'avait un peu mis dans le doute parce que ça devenait plus dark, plus complexe, et j'étais pas sûre que l'auteur allait maîtriser vraiment le sujet. Au final, ça va beaucoup mieux avec le tome 3. En concernant le tome 2, on va introduire un nouvel antagoniste. Je l'ai trouvé très sympa. On en apprend plus sur les pouvoirs de Misha, et ça, c'était très cool parce qu'on apprend aussi qu'elle a... J'ai pas envie de spoiler non plus, donc c'est un peu compliqué, mais elle a une capacité qui affecte en gros les ersatz, et ça c'est très sympa parce que on commence vraiment à apprécier aussi les ennemis. On comprend vraiment que le monde de Green Mechanic est complètement pourri jusqu'à la moelle, franchement ça me fait de la peine, genre personne n'a confiance en personne. Du coup c'est un monde où j'ai un peu de mal, genre ça me fait de la peine, ça me fait un peu pitié. C'est le genre d'univers où j'ai un peu de mal du coup à lire, mais finalement Misha et les autres personnages qui y sont donne un peu d'espoir, on se dit qu'ils sont pas tous comme ça et on espère qu'ils vont réussir à faire avancer les choses. En tout cas j'aime beaucoup parce que Misha prend vachement confiance en elle, voilà, le personnage principal prend vachement confiance en elle, sa relation avec Reborn mais avec aussi les autres personnes qu'elle a rejoint s'intensifie, ça fait du bien de voir les liens qui se forment entre eux, et en fait ils sont un peu en train de devenir une famille et je trouve ça très touchant, c'est bien fait. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 3, et alors là, pareil, on continue à en apprendre plus sur le monde et l'organisation, comment elle est faite. Et c'est extrémiste, en fait. Ça m'a complètement révoltée. En gros, la milice qui a tout le contrôle.
Les ersatz qui sont mauvais, on les élimine tous sans se poser de questions, alors que comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y en a qui sont pas si mauvais, il y en a qui sont même pas mauvais du tout, ils veulent juste vivre leur vie, et ils vivent avec leurs conditions d'ersatz malgré eux, même si l'opposé existe aussi, mais la milice, elle veut pas en entendre parler, c'est un ersatz, faut le buter, point. Du coup, j'ai trouvé ça assez violent, en plus c'est eux qui gèrent toute la gestion du monde, donc d'avoir des si gros extrémistes qui dirigent le monde, tu dis il y a un problème. Donc bon, ça c'était un peu le moment révoltant. Mais en tout cas, Misha m'a énormément touchée dans ce tome, voilà, parce qu'elle a développé une relation avec une des ersatz contre qui elle se battait. Et j'ai trouvé ça très touchant, très émouvant. On en apprend beaucoup plus sur les ersatz, comment ils fonctionnent. Et j'ai beaucoup aimé en fait que ce soit comme une double teinte, c'est-à-dire que dans le premier tome, on te dit ouais les ersatz c'est le mal absolu, et qu'au fur et à mesure des tomes on comprend que en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, apprenez à les connaître pour savoir vraiment qui ils sont et comment ils pensent. Et du coup j'ai beaucoup aimé parce que je me suis vachement attachée mais à tous les personnages, même ceux qui de base sont censés être des ennemis. Et j'ai trouvé la manière dont l'auteur l'a amené très, très impressionnant. Franchement, ça vient vraiment de manière fluide, etc. Donc là-dessus, chapeau. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est qu'il y a des passages très dark, voilà, assez durs peut-être un peu psychologiquement. Et je trouve que parfois ils sont un petit peu forcés. Genre, je saurais pas comment expliquer, mais on est là, tu vas parler d'un sujet léger, etc. Puis d'un seul coup, on va parler d'un sujet très dur. Et on dirait que elle force le trait du dark, alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'accentuer à ce point-là. Mais à part ça, franchement, ma lecture était très plaisante. Et puis, comme j'ai dit, en fait, c'est un manga qui finalement me plaît parce qu'il a su me toucher. Donc, Grid Mécanique, il faut savoir que là, au moment où je vous parle, j'ai commandé toute la suite. Voilà, parce que les 3 premiers tomes m'ont plu et j'ai vraiment envie de voir où l'auteur va aller. Je clôture enfin cette vidéo avec Primal Gods in Ancient Time, où je me suis dit les 4 premiers tomes et ah là là, mais quelle pépite, franchement j'en suis extrêmement contente. Je n'en ai pas du tout entendu parler, mais moi j'ai adoré cette série, franchement je trouve qu'elle mérite vraiment le coup, il faut vraiment se pencher dessus. Déjà ce sont des très belles éditions, les jaquettes et tout, les couvertures sont incroyables, je trouve que ça envoie vraiment du lourd. Je vous avais peut-être déjà juste parlé un peu du problème, je trouve, voilà, les tomes ne sont pas épais de la même manière. Vous pouvez voir que le tome 2 est très fin, le tome 4 est très épais. Je trouve ça un petit poil dommage dans la mangatech, mais à part ça, c'est très beau. Et Primal Gods in Ancient Time, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un village et qui est censée être tuée. Voilà, elle sait qu'elle va servir de sacrifice humain pour le dieu du coin. Sauf qu'à la dernière minute, elle va être sauvée par 2 personnages, voilà, une sorte de prêtre et suivie par un petit garçon. Et du coup, elle va se retrouver à les suivre dans leurs aventures. C'est que le maître, du coup, ça va devenir le maître de la jeune fille. Et lui, son objectif, c'est de retrouver une déesse, voilà, qui servait avant et maintenant il la cherche. Il cherche surtout un moyen de la rejoindre. Et pour ça, il demande de l'aide à plein de dieux différents. Donc on va suivre sa quête. J'aime beaucoup la manière dont en fait, ils vont parler aux dieux. Chaque dieu est différent, il faut s'exprimer de manière différente, voilà, faut s'adapter à la personne qu'ils vont voir, la déesse de quoi, le dieu de quoi aussi ça peut impacter. Ils ont chacun des artefacts avec des pouvoirs spéciaux. Pareil, c'est toujours assez cool de voir la manière dont ils s'en servent, ou même parfois ils leur donnent, voir eux le pouvoir qu'ils ont dessus. Donc Primal Gods in Ancient Time, franchement, déjà c'est une évasion, j'aime beaucoup parce que c'est dessiné un peu en mode coup de crayon. Voilà, on dirait vraiment que c'est fait au crayon à papier. Et je trouve que ça donne beaucoup de charme du coup à ce manga. Puis en plus ils vont remplir des sortes de missions, voilà, les dieux vont leur donner des missions qu'ils vont devoir réussir ou pas. J'aime beaucoup le fait que les dieux soient extrêmement différents, il y en a qui vont être très effrayants, d'autres qui vont être très mignons, très petits, enfin... Du coup j'aime bien à chaque fois, il y en a qui adorent les êtres humains, d'autres qui les détestent, enfin voilà, et j'aime beaucoup cette variété, voilà, de personnages, et je trouve ça très intéressant parce qu'on en apprend toujours un peu plus sur le dieu, sur son passé, etc. Donc ça c'est un point que j'aime énormément. En plus dans le tome 1 on découvre également que Zen, voilà, est poursuivi par une sorte de malédiction, c'est pour ça qu'il suit le maître Ozuno afin de régler ce problème-là. Et au final cette petite troupe est extrêmement attachante. Le tome 2 est également très bon, déjà on y voit
la cupidité humaine dans toute sa splendeur et voilà ce côté je veux m'enrichir et tout va dans mes poches. J'aime beaucoup parce que eux ils vont un peu à l'encontre de ça. J'aime également énormément parce que dans ce tome en fait il commence parfois de temps en temps à casser le 4e mur et ça c'est un truc que j'aime énormément quand il casse le 4e mur. Je trouve que ça apporte beaucoup de charme dans un manga. Je trouve que ça a aussi un côté très comique, donc c'est un clin d'œil que j'aime énormément. Et j'aime aussi beaucoup parce que de temps en temps, en fait, il mélange les temporalités, c'est-à-dire que parfois on mélange le passé, futur, ou voire même un peu le côté multivers en mode des univers qui changent selon les décisions qu'on a prises. C'est un truc que j'aime énormément, donc le tome 2 était vraiment excellent. Dans le tome 3, on développe le passé de nos personnages et moi c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément parce que je trouve que ça nous permet de nous attacher encore plus aux personnages. Là avec le tome 3 c'était le cas, c'était également un très bon tome. Encore une fois j'adore la diversité que les dieux ont. Là ils vont au secours d'un dieu et j'ai trouvé la scène absolument incroyable. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Franchement je trouve qu'en fait il n'y a rien à redire voilà, sur Primal Gods in Ancient Time. Je trouve que tous les tomes se lisent avec énormément de plaisir et l'histoire avance. Voilà, à chaque tome, on avance vraiment dans la quête principale et ça fait plaisir, ça ne traîne pas en longueur. Donc je pense que ça ne devrait pas être un manga très long parce que j'ai l'impression vraiment que l'histoire avance quand même vite. On développe vite l'histoire des personnages, ça avance, ils font des rencontres. Mais c'est ça que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils rencontrent énormément de personnes différentes. Donc il y a comme plein de mini-arcs dans les différents tomes et je prends un plaisir fou à lire ce manga, franchement c'est génial. Dans le tome 4, on introduit tout de suite un flashback dès le début parce qu'on comprend que Ozuno, qui est le maître du coup de Mio et Zen, il a un passé, la raison pour laquelle aussi il cherche cette fameuse déesse qui est quand même la quête principale. On en apprend plus de pourquoi il la cherche et qu'est-ce qui s'est passé parce que de base c'était un de ses serviteurs. Alors j'étais un petit poil déçue sur le flashback parce qu'en fait il nous le tease depuis le tout début et je trouvais que oui le flashback est très cool en lui-même mais je m'attendais à une plus grosse révélation ou à un flashback peut-être plus terrible. Le flashback est certes, il montre vraiment l'horreur humaine dans toute sa splendeur. Franchement je trouve les sentiments que le tome véhicule sont extrêmement bien faits et surtout on rentre dans un moment très très cool parce qu'il y a une sorte de rassemblement des dieux qui sont sous forme humaine. Je trouve ça extrêmement bien fait. J'aime beaucoup aussi parce qu'il y a certains dieux qu'on voyait de manière très en colère dans les tomes précédents, qui en fait un peu s'expliquent, notamment grâce à des flashbacks également. On voit leurs flashbacks de quand ils étaient pas encore totalement dieux ou quand les dieux étaient encore vachement en contact avec les êtres humains. Et je trouvais ça grave intéressant qu'ils développent même le passé des dieux en fait. Voilà, donc on suit notre groupe de 3 humains, mais les dieux, voilà, ils sont au centre de cette histoire, et malgré qu'on en ait vu plein depuis le début du manga, et ben, ils continuent à développer quand même ces dieux-là. Je trouve ça très cool. Parce que souvent, les dieux, dans les mangas, je trouve qu'ils sont mis sur un piédestal, on ne développe pas du tout leur histoire, voilà, on nous dit juste, voilà, c'est un dieu, les gens le vénèrent, ils n'expliquent pas pourquoi, c'est quoi son passé, comment il est arrivé là, c'est quoi sa relation avec ses fidèles, etc. Donc ça, je trouve que c'est un très gros point fort. Et alors en plus, fin du tome 4 absolument incroyable, avec une révélation, mais alors là pour le coup celle-là, je l'ai pas vu venir, mais alors vraiment, vraiment pas venir. La révélation est incroyable et franchement ça promet du lourd pour la suite. Donc Primal Gods in Ancient Time, il faut le lire, moi je trouve que c'est vraiment une série qu'il faut découvrir, elle vaut extrêmement le coup, les personnages sont très attachants, ils sont mignons, l'histoire est folle, hein, franchement l'histoire avec les dieux, etc. elle est trop bien faite. Les personnages sont vachement développés et en plus de ça, il y a des belles scènes de combat. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a des scènes de combat dans les tomes qui sont très bien faites. Le manga est pas centré sur les combats, mais ils sont quand même très bien exécutés et franchement, ça régale pour les yeux. J'ai adoré ce manga. Quand j'ai commencé à le lire, je ne l'ai plus lâché. À tel point que je suis allée acheter le tome 4 tout de suite après avoir lu les 3 premiers tomes. Donc c'est pour dire à quel point ça m'a plu. Je vous le recommande fortement. Si vous lisez, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je clôture enfin ma vidéo. Franchement là j'ai très soif, j'ai hâte d'aller boire parce que ça fait plus d'1 heure que je blablate. J'espère que je vais réussir à réduire la vidéo un maximum.
Je me suis limitée pourtant, je me suis limitée. Et il faut savoir que j'ai lu plus de 50 tomes, actuellement on est le 23 mars, j'ai lu plus de 50 tomes et je me suis limitée, je me suis dit je ne vais introduire que 10 séries parce que sinon ça va être beaucoup trop long et déjà 10 séries c'est extrêmement long. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, comme c'est la première fois que je fais un format comme ça, n'hésitez pas à me dire sur les points d'amélioration. Est-ce que vous préférez que je me concentre vraiment que sur 2-3 séries, que les vidéos soient plus courtes? Est-ce que vous préférez que je présente autant de séries qu'aujourd'hui, mais peut-être survoler plus? Parce que là, par exemple, j'ai détaillé tome par tome. Est-ce que ce serait peut-être mieux que je fasse juste un bloc de ce que j'ai pensé des 4 tomes d'un coup, des 3 tomes, etc. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu le courage de rester jusqu'à la fin. En tout cas, on se retrouvera vite avec une autre vidéo. Tchuss!